Donc, troisième round, un sujet dont on a beaucoup parlé, celui de la blockchain, évoqué par Laurent-Pierre et Alexandre. Nous avons aussi fait un dossier de veille à cette occasion, également un atelier chez AEC en partenariat avec Digital Aquitaine, notre partenaire communication de la soirée, et animé par Transmission. Et pour parfaire notre curiosité à l'égard de ce phénomène, nous sommes très heureux de compter parmi nous Guillaume Buffet, un acteur français et européen depuis 20 ans, maintenant un expert de la transformation digitale des grandes organisations, qui a été le fondateur et qui a présidé le think tank Renaissance Numérique, et qui travaille aujourd'hui et qui a fondé l'agence You, au sein de laquelle un livre blanc sur la blockchain a été rédigé. Voilà, donc maintenant je vais laisser la place à Monsieur Buffet qui vous en dira plus. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. En fait, tout est là. Donc, vu qu'on est en retard, peut-être que je vous laisse. Non, je plaisante. Alors, est-ce que tout le monde a compris tout à l'heure, parce qu'on a déjà pas mal parlé de la blockchain, qu'est-ce qu'a compris la blockchain? C'est OK? Non? Il y a encore besoin d'un peu de... Alors, je vais essayer, en quelques minutes, de revenir un petit peu sur le sujet de la blockchain et de vous parler... Je vais essayer de parler de tout, sauf de techno, parce que je pense qu'il y a un moment où on sature un petit peu en fin de journée, et d'essayer de comprendre en quoi cette technologie est en train de changer la société et en train de changer les relations. Je vais essayer de vous parler surtout des gens, plutôt que des technos et plutôt que des acteurs, parce que c'est ça qui me tient à cœur depuis très longtemps. Je vais vous raconter une ou deux petites histoires. On a parlé très rapidement tout à l'heure d'Open Bazaar. Qu'est-ce que c'est? C'est un site web où il y a un monsieur A et un monsieur B qui s'inscrivent, qui se créent un compte. Jusqu'à là, rien d'exceptionnel. Mais chacun de ces comptes a deux petites clés, une rouge et une verte, une clé publique et une clé privée. Grâce à sa clé privée, on peut rentrer plein d'informations qu'on va pouvoir garder pour soi. Et grâce à sa clé publique, on va pouvoir effectuer des transactions de toutes sortes, mais de façon extrêmement simple et fluide, et comme on l'a dit beaucoup depuis tout à l'heure, sans tiers de confiance, sans intermédiaire. Donc là, on a pris un exemple sur Open Bazaar. Et alors, moi, je ne vais pas vous parler de futur, d'avenir, etc. Je vous parle de machin qui tourne. Open Bazaar, j'ai mon compte dessus, ça fonctionne, et c'est du live. Donc voilà, sur Open Bazaar, avec un ami, j'ai donc choisi, par exemple, d'échanger ma moto, enfin de vendre ma moto, et ici, en échangeant des bitcoins contre un certificat d'immatriculation. Bref, je crois qu'on l'aura compris, la blockchain, ça rend possible n'importe quel type de transaction, de pair à pair, donc sans intermédiaire. Je vais vous faire une demi-seconde de technique, et je crois qu'en un slide, on peut essayer de raconter ce que c'est que la blockchain. C'est dès le moment où deux personnes se mettent d'accord sur une transaction, eh bien cette transaction, elle est chiffrée. Moi, je disais cryptée, je me suis fait taper sur les doigts par tous les matheux. On ne dit pas cryptée en français, on dit chiffrée. Elle est chiffrée par une communauté de gens qui font tourner leurs ordinateurs et qui se battent les uns contre les autres. Et celui qui travaille le mieux, c'est lui qui a le droit de ranger cette transaction chiffrée, de ranger ça dans une série de blocs. C'est pour ça qu'on appelle ça la blockchain. Chaque bloc sur une des blockchains, qui est celle de Bitcoin, est fermé toutes les 10 minutes. Et une fois qu'il est fermé, on en recommence un autre. Remettez-vous quelques années en arrière, repensez au moment où vous jouiez au Lego. Est-ce que vous avez déjà essayé d'enlever ce bloc-là du Lego sans péter le reste? C'est pas facile. Et c'est à peu près la meilleure méthode pour expliquer la sécurité de la blockchain. Réussir à enlever un bloc du milieu une fois qu'il est fermé, c'est quasiment impossible. Il est crypté, il est scellé par un autre qui commence, et surtout, l'aspect le plus important, c'est qu'une fois que ça s'est fait, c'est répliqué, et par exemple, sur la blockchain de Bitcoin aujourd'hui, dans 5000 serveurs différents, dans 5000 endroits de la planète. Et une fois que vous avez chiffré avec les technologies les plus en pointe aujourd'hui, une fois que vous avez rangé ça dans un bloc qui est scellé, et une fois que vous l'avez répliqué dans 5000 endroits dans la planète, on peut vous dire tout ce que vous voulez, mais c'est d'un niveau de sécurité qui n'a jamais été atteint.
et qui est incontestablement largement plus sécurisé que n'importe quel truc privé du plus gros acteur qui soit, ou n'importe quel autre truc de la vraie vie. Il faut donc se dire qu'aujourd'hui, quoi qu'en disent les grincheux, et il y en a beaucoup, qui disent du mal de la blockchain exactement comme on disait du mal de l'Internet il y a 25 ans, eh bien, la blockchain, c'est en état de l'art d'aujourd'hui la garantie de la sécurité d'une information, d'une transaction quelle qu'elle soit. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ça a été inventé pour s'échanger du pognon au départ, des bitcoins, mais finalement s'échanger de l'argent ou un contrat ou n'importe quel type de propriété, c'est la même chose. Je vais revenir sur un exemple qui a déjà été évoqué rapidement, c'est celui de la musique. Vous prenez un fan qui veut écouter de la musique d'un artiste. Alors je vous parle d'un autre site qui s'appelle le Muse Blockchain. Eh bien, très simplement, je veux écouter la musique, j'écoute la musique, en échange de ça, l'artiste est rémunéré, mais l'artiste, c'est beaucoup plus compliqué qu'un simple artiste. Parfois, il est auteur et interprète, ou compositeur, etc. Eh bien, le smart contract qu'on a évoqué tout à l'heure distribue automatiquement les rémunérations à l'ensemble des ayants droit. Alors, quand je suis un artiste et que je m'appelle Johnny Hallyday, ça va, c'est pas très compliqué, mais quand je parle du big brass band de je sais pas où, au fin fond d'un village qui joue 3 fois par an, eh bien, et qui a 50 cuivres, c'est vachement compliqué de savoir combien de centimes je vais devoir répartir à chacun. Et là, je vous parle de centimes, et on arrive sur le sujet essentiel de beaucoup de points de la blockchain, c'est que répartir quelques centimes à beaucoup d'ayants droit, ça n'a aucun sens économique, puisque le traitement de l'opération va coûter plus cher que l'opération en elle-même. Ce qui fait que, à tout hasard, un tout petit acteur français dont on a, oups là, je suis allé trop vite, on a parlé très rapidement tout à l'heure, qui s'appelle la SACEM, eh bien j'ai regardé son rapport annuel tout à l'heure, en 2014, il y a 130 millions d'euros qu'ils n'ont pas distribués. Pas pour les voler, hein, c'est que c'est trop compliqué de les distribuer, ça n'a pas de sens économique, il faut retrouver les ayants droit, c'est extrêmement complexe. Aujourd'hui, la majorité de la rémunération d'une chanson, c'est quelques centimes. Et la techno blockchain qui est distribuée et automatisée et est entièrement intégrée dans ces fameux smart contracts permet de distribuer cet argent à coût quasiment zéro. Et donc, on donne du sens économique à quelque chose qui n'en avait pas avant. Et donc, c'est pour ça que les fondateurs de Muse Blockchain disent c'est global, c'est distribué, c'est automatique, c'est open, c'est transparent, c'est permanent, etc. Et c'est surtout, il n'y a pas de propriétaire. Quand j'ai commencé à présenter ça, les gens m'ont dit mais c'est quoi la différence? Finalement, tu remplaces une société en nom collectif par un site web, à la différence qu'ici, il n'y a pas de propriétaire, c'est la communauté qui a créé la solution et qui la met à la disposition de tous. Ce qu'on appelle, en une seconde, les organisations décentralisées, autonomes, qui décident elles-mêmes de ce qu'elles veulent faire d'un produit ou d'un service. Donc aujourd'hui, il est maintenant possible de distribuer ce qu'on doit à un artiste en l'espace de quelques instants à coût marginal zéro. Ce qui est quand même non négligeable pour tous les gens qui connaissent des artistes qui crèvent la faim. L'histoire de la fin des majors de la musique, ça leur a rien changé, hein. Ils ne gagnaient pas avant, ils ne gagnent pas après. Avec des solutions comme celle-là, ça peut changer complètement l'économie de la musique, entre autres, mais de plein d'autres économies, on va en parler 2 secondes, car finalement, le système est le même, quel que soit le sujet. Nous avons des consommateurs et des producteurs, et au milieu de tout ça, des intermédiaires. Jérôme nous en a parlé, je crois que tout le monde en parle, ça obsède tout le monde, ces fameux GAFA, mon Dieu, qu'on présente comme des gens qui désintermédient, mais moi je ne crois pas qu'ils désintermédient, je pense juste que ce sont une réintermédiation, une intermédiation de plus. Mais un élément essentiel, c'est que ces gens, ils ne sont pas fous. Ils se sont mis là. Ils se sont mis tout près du consommateur. Et franchement, vous regardez la qualité de service de ce que vous proposent ces acteurs-là, elle est souvent exceptionnelle, en tout cas pour l'utilisateur final. Eh bien, ce sont ces acteurs qui amènent la valeur ajoutée perçue. Et à partir de ce moment-là, eux sont mes clients. Mon métier à moi, c'est d'accompagner les 100 plus grosses boîtes françaises et européennes sur leur transformation digitale. Donc mes clients, ce sont ces gens-là. Et je ne leur dis pas, cognez sur Google ou Apple, et réfléchissez. C'est quoi votre valeur ajoutée perçue pour l'utilisateur final?
à partir du moment où il y a des nouveaux intermédiaires. Et plutôt que de cogner dessus, c'est l'occasion de se poser des questions et de se dire, est-ce que il ne faut pas que je sois capable d'apporter une valeur ajoutée perçue, une expérience utilisateur, la fameuse UX, exceptionnelle. Voilà, donc ces nouveaux intermédiaires, pour moi, c'est le cœur de la valeur ajoutée perçue par les utilisateurs. Alors pourquoi je vous ai parlé de tout ça? Parce que l'exemple de la musique, c'est une chose. Mais c'est assez facile d'imaginer n'importe quel type d'intermédiation. Je recevais tout à l'heure, tiens Jérôme, je n'ai pas eu le temps de t'en parler, en venant dans le train, je reçois un message d'un radiologue qui me dit « Dis-moi, j'aimerais bien inventer un système sur la blockchain qui va permettre à tous les patients français de récupérer leur radio parce que c'est que des systèmes propriétaires et le patient, il n'a pas accès à son historique de radio. Est-ce qu'on ne pourrait pas inventer un système pour, à travers la blockchain, que chacun ait ses clés publiques et privées pour s'assurer qu'on ne lui pique pas ses radios, mais que chacun récupère ses propres informations. Et ce n'est pas un acteur du monde du médical qui m'a posé cette question, c'est un radiologue. Il se trouve que ce matin, j'animais une petite rencontre avec Nathalie Kosciusko-Morizet. On a parlé longtemps du sujet de la santé, parce que Jérôme a travaillé longtemps sur ce sujet au sein de Renaissance Numérique. Et j'ai pu directement poser la question aux équipes et à Nathalie Kosciusko-Morizet, ce qui a fait que beaucoup de gens ont rééchangé la question. Et peut-être que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, ce sera grâce à un petit radiologue que je n'ai jamais rencontré, mais qui m'a posé la question sur Twitter, qu'on inventera un nouveau système de dossier médical personnel qu'on attend depuis des lustres et qui n'avance pas. Bref, pour faire court, moi ce que je pense, c'est que la blockchain, ce n'est pas un truc de révolutionnaires qui veulent tout tuer. Je ne crois pas qu'en effet les technos changent tout parce que ce sont des technos. Je crois surtout que c'est le moyen extraordinaire pour n'importe quel acteur intermédiaire de réfléchir à sa valeur ajoutée perçue. Dès que je suis dans un marché, souvent en France, régulé, normé, eh bien j'ai des rentes. Et je vide mes rentes. Et ces régulations qui avaient été inventées peut-être à l'origine pour l'utilisateur final et qui ont été détournées de leur rôle premier pour défendre des rentes d'acteurs économiques, ces gens-là ont oublié qu'ils avaient des utilisateurs, qu'ils avaient des clients, et que ces gens-là, eh bien, devaient choisir. On a eu peur pendant des années de la class action en France, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se battent contre. Ce que je pense, c'est que la blockchain, c'est à la class action de demain. C'est-à-dire que les utilisateurs mécontents, eh bien, ils n'auront même plus besoin de faire un procès. Le fondateur d'une des blockchains dont on a parlé tout à l'heure, la société s'appelle Ethereum, enfin c'est d'ailleurs une association, ce n'est pas une société, a dit « World is a computer ». Donc chacun des 2500 développeurs qui étaient à Londres au mois de novembre dans cette conférence blockchain a la capacité de programmer le monde aussi simplement que vous, aujourd'hui, vous avez la capacité d'échanger sur Facebook ou sur Twitter. Ce qui veut dire que demain, si vous n'êtes pas capable d'expliquer votre valeur ajoutée perçue à vos utilisateurs, eh bien, vos concurrents seront vos clients ou vos utilisateurs. Et ça, eh bien, soit on en a peur, soit on se dit que c'est une occasion formidable de se réinventer. Et moi, c'est ça qui me fait rêver. Réinventons-nous à l'ère de la blockchain. Merci. J'en ai amené 10. Donc 11, s'il y en a qui veulent. Merci beaucoup, Guillaume.